Bonjour Pascal Perrineau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur des universités associées au CEVIPOF, c'est le centre de recherche de Sciences Po. Nouvelle circulaire Retailleau, elle chasse la circulaire Valls, elle durcit encore les conditions d'obtention, enfin de régularisation pour les immigrés sans papier en France. C'est de la parole aux actes, mais est-ce que tous les actes sont applicables? Qu'est-ce qui est politique uniquement et qu'est-ce qui est pratique, efficace? Non, en effet, ce qui fait la marque Retailleau, c'était qu'au-delà du dire, il y avait des actes qui, à court ou moyen terme, pouvaient être aisément mis en place. Et sur cette circulaire, en effet, on peut s'interroger sur la faisabilité dans le court terme de mettre en œuvre cette réforme. Mais au-delà, il faut bien voir que quand vous regardez depuis 3 semaines les tendances de l'opinion publique, la perception de ce gouvernement qui, au départ, était une perception beaucoup plus négative que la perception du gouvernement Barnier. Il y a une exception, c'est le ministre de l'Intérieur. Il y a un phénomène d'opinion Retailleau qui est tout à fait impressionnant. Depuis le mois d'octobre, il y a une envolée de Bruno Retailleau, qui jusqu'alors était un homme connu dans la classe politique française, mais assez peu dans l'opinion publique, qui tournait aux alentours de 9 à 10% d'opinion positive et qui maintenant est au niveau de 33%. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est le leader le plus populaire de la droite française. Aujourd'hui. Comment on l'explique ? C'est parce que, comme vous l'avez vu lors des dernières élections, l'enjeu de l'immigration et l'enjeu de l'insécurité arrivent maintenant à peu près juste derrière le pouvoir d'achat, qui reste, bien sûr, la première préoccupation des Français. Et à cet égard, Bruno Retailleau apparaît comme l'homme qui regarde cette opinion, qui demande des actes sur le terrain de l'immigration et de l'insécurité, comme l'homme le plus crédible. C'est vrai que la société française, là, est une société qui s'est, on dit droitisée, oui, il y a un mouvement de droitisation qui touche d'ailleurs jusqu'à l'électorat du centre et à l'électorat de gauche. Parce qu'il faut savoir que sur ces demandes de mesures fermes en matière d'immigration et d'insécurité, c'est l'électorat de gauche aussi qui est touché. Oui, mais alors sur la faisabilité, justement, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, à chaque fois que la régularisation n'est pas possible. Or, ça n'est pas complètement de son ressort. En France, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, et surtout à l'étranger. L'Algérie nous l'a prouvé récemment en disant non, l'influenceur que vous nous avez envoyé, nous n'en voulons pas chez nous, il repart. En effet, on tombe très vite sur le problème de l'exécution des OQTF. Et là, voilà, nous, on peut avoir des positions, on peut avoir des demandes, mais si nous n'avons pas de partenaires pour exécuter les OQTF, on le voit, là, il y a une étude qui vient de sortir sur plusieurs années de l'exécution des OQTF, mais c'est marginal, l'exécution 7%. des OQTF. Voilà, tout à fait marginal. Et là, en effet, quels que soient les dires, quels que soient les discours, si nous n'avons pas une autre politique, mais qui est très difficile à mettre en œuvre vis-à-vis des pays qui fournissent beaucoup, qui sont dans importants dans les flux migratoires, eh bien on n'avancera pas. Et on se retrouvera avec toute une série de QTF sur les bras. On risque de se retrouver avec une forme de duel, comme on en a connu dans le temps, avec Alain Juppé au Quai d'Orsay, Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, où il y avait effectivement 2 philosophies différentes qui, en parallèle, en tout cas, celle qui était extrêmement ferme d'un côté et celle qui était plus pragmatique parce qu'il faut bien traiter avec ces pays. Tout à fait. On est un peu dans la même situation, en effet. Je n'avais pas pensé à cela, mais on est un peu dans la même situation. Et là, ça sera à notre ministre, Jean-Noël Barrot, de négocier. Mais aussi, vous savez, un ministre de l'Intérieur peut jouer un rôle au plan diplomatique. On l'a vu quand Bruno Retailleau a fait le voyage du Maroc, par exemple. Il y a un aspect de diplomatie qui est important. Il y a la carotte et le bâton. Qu'est-ce qui nous empêche, là, par exemple, de mettre à exécution la menace consistant à priver la nomenclature algérienne, puisqu'il s'agit de ça, ce pays, des droits de circulation ? Qu'est-ce qui nous en empêche, là ? En effet, on peut engager un bras de fer avec l'Algérie. Alors vous savez que le rapport des Français, bien au-delà du rapport des seuls politiques, le rapport des Français à l'Algérie est un rapport complexe, est un rapport extrêmement complexe. Il est vrai
que l'Algérie a, par rapport à tous les autres pays qui sont à l'origine des flux migratoires, un statut tout à fait particulier, un statut privilégié. Et qu'on peut remettre en cause ce statut privilégié, mais il y a une prudence française qu'on peut considérer comme tout à fait excessive vis-à-vis de l'Algérie, sachant qui est qu'aussi, utilisée par l'Algérie elle-même. Bien sûr. Qui s'en sert. Oui, C'est-à-dire qu'on fournit des arguments pour se faire battre d'une certaine façon. Bien sûr. Mais aussi, il y a l'idée que, négocions, ne braquons pas trop l'Algérie. Vous voyez, on le voit à différents niveaux. On le voit aussi dans l'affaire qui secoue à l'heure actuelle la mosquée de Paris. Enfin, c'est sur plusieurs terrains que cette prudence française est peut-être excessive. Mais il y a derrière, j'allais dire, des décennies de ce statut qui ont été perpétués par la droite et par la gauche. Revenons à la politique dans l'hémicycle. Chacun connaît désormais les 3/3. Bon, le budget va arriver. Le budget, c'est la première épreuve pour François Bayrou, qui semble avoir trouvé la ligne de crête, qui semble avoir réussi à passer, c'est-à-dire à mettre le PS, pas sous les teignoirs, mais à donner des gages qui lui permettent d'éviter la censure. Et alors, on n'entend plus tellement le Rassemblement national en ce moment, peut-être aussi pour des raisons personnelles, puisqu'on rappelle que Marine Le Pen a perdu son père, mais il y a là politiquement un moment qui va être très intéressant. Pascal Perrineau. Oui, si vous voulez, la sécurisation avec les socialistes a été assurée essentiellement sur le dossier retraite. Maintenant, c'est plus difficile. La sécurisation doit être assurée sur le vote du budget. Et là, vous voyez bien que le Parti socialiste, qui a eu cet acte courageux de sortir du NFP, eh bien, il va monnayer chèrement cette sortie. Il l'a monnayé chèrement sur le dossier des retraites. Et il tente de le monnayer chèrement sur le budget. Comme il dit, c'est une formule qu'on voit partout, le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Voilà, le compte n'y est pas. Alors chaque jour, en effet, on dit le compte n'y est pas, mais voilà, les demandes ne cessent de progresser. Or, il y a tout de même un système de contraintes qu'aucun homme politique ou femme politique de droite ou de gauche ne peut ignorer. C'est de rentrer dans un processus vertueux que le président d'ailleurs de la Cour des comptes socialiste estime comme insuffisant, qui est le fameux 5,4. Et pour ça, il va falloir serrer la vis, et parfois énormément. Sur les dépenses publiques et rentrer dans un processus où on va serrer la vis maintenant sur plusieurs années. S'attaquer aux agences, s'attaquer aux dépenses ministérielles. Vous croyez vraiment ? Les agences ? Moi, j'entends ça depuis. Oui. Bien sûr, oui. Moi, j'entends ça depuis de longues années, en effet. Mais là, on voit très bien comment on pourrait le faire. Mais je regarde les chiffres, là, parce qu'on a des chiffres, un chiffre précis. 135 milliards d'euros de déficit du budget de l'État. Je parle de l'État, pas de la fonction publique hospitalière, pas des collectivités locales. Cette année, en 2025, qui n'est pas une année avec crise, enfin, j'espère. Oui. Pour le moment, tout va bien, j'allais dire. Oui, on peut dire ça. Oui. Oui, si on peut le dire. Enfin, c'était 150, c'est une petite amélioration. C'était 150 en 2024, année sans crise, là. Attendez, comment on fait, là ? On rappelle Pascal, que le déficit, c'est le roulant et que la dette, c'est le stock. Oui, c'est ça. Le déficit, c'est chaque année. Le flux, absolument. Non, mais il y a un devoir d'action. Et d'ailleurs, même si l'actuel ministre des Finances ne manque pas de talent, l'exercice est un exercice extrêmement difficile. Et il va falloir sécuriser, parce que François Bayrou est rentré dans un processus où il s'est dit Barnier tombe. C'est un diagnostic un peu facile. Barnier tombe parce que le deal avec le Rassemblement national n'a pas tenu. Donc, on va s'efforcer d'étendre sur la gauche. Le processus a commencé, mais le processus est loin d'être terminé. Tous les socialistes vous disent on peut très bien voter la censure et voter la censure sur le budget. Nicolas. Alors, est-ce que le Premier ministre n'est pas contenu non seulement par la gauche, mais de l'autre côté par la droite et par le Président de la République, parce qu'il lui inflige quand même une façon de gouverner qui n'a rien à voir avec la verticalité d'autrefois. Bien sûr. En effet, il y a cette double contrainte. Barnier l'avait. Bayrou là, on en parle moins, mais il y a la double contrainte. Le jour où le RN appuie sur le bouton, mais le destin du gouvernement Bayrou ne sera pas meilleur que le destin du gouvernement Barnier.
Hein. Donc voilà. Et puis maintenant, il y a en effet, ce troisième pôle, j'allais dire, qui est le pôle présidentiel. Alors, pour le président, il n'y a pas 36 solutions. Il y a ou bien se réfugier dans ce qu'on appelle, depuis les débuts de la Ve République, à peu près le domaine réservé. J'allais dire, c'est à la fois l'esprit de la Constitution, c'est ce qu'il devrait faire, et garder un certain silence sur toutes les thématiques intérieur, oui, en mais alors laissant justement, le Premier ministre faire. Mais Pascal Perrineau, pardon de vous interrompre, mais c'est très intéressant. Ça peut paraître anecdotique. Ce qu'a fait le président de la République, pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Les péages d'autoroute. Et oui, il est interpellé par un TikToker qui lui dit attendez, j'ai payé le péage avec mon téléphone, on m'a mis une amende. C'est complètement fou. Il répond sur TikTok, le président de la République. Par ailleurs, effectivement, les sportifs français disent attendez, on a fait les JO, c'était formidable, on a moins de budget, monsieur le président. Il répond. Là, on est très loin des domaines réservés. C'est de la pure politique, ça. Oui, mais il faut, si vous voulez, quand un homme rentre dans une fonction, et il est président de la République depuis 2017, il faut rentrer, j'allais dire, dans la peau de la fonction. Il faut se mettre à la hauteur de la fonction que vous occupez. Et c'est vrai que c'est que moi j'appellerais dérapage du président sur cette réponse à ce TikToker. Oui, c'est ça. Et ensuite, en effet, des sportifs protestent. Voilà, on dit maintenant le budget des sports c'est sanctuarisé et tout à fait, mais c'est ubuesque. Hein. Et le président de la République, qui est déjà extrêmement impopulaire, ne gagnera absolument pas un retour en popularité avec ce type d'attitude. Vous savez, de temps en temps, il faut savoir, quand on est impopulaire, s'imposer le silence. Mais il s'ennuie, Souvenez-vous de non ? ce qui avait été fait avec Mitterrand. Son conseiller en communication lui avait dit, écoutez, vous êtes impopulaire, taisez-vous. C'était Jacques Pillon à l'époque, je crois, qui lui avait dit ça. Mais oui, est-ce que vous envisagez l'hypothèse dans laquelle le président de la République s'ennuie ? Il n'est pas capable, finalement, de rester, Écoutez, comme vous le dites. Ce qu'il y a sur la scène européenne et la scène mondiale devrait suffire à l'occuper. Merci beaucoup. Juste un mot, à une trumpisation de la fonction. Je veux dire, de voir que de plus en plus de dirigeants tombent dans ce Bien genre sûr, de là, comportement. Trump, c'est pas simplement un phénomène américain. C'est un phénomène américain, mais c'est pas simplement un phénomène américain. Il y a une Trumpisation, on appelle ça, on pourrait utiliser d'autres vocables, qui est sensible dans le monde entier, j'allais dire de l'Inde de Modi à l'Argentine de Miliel. Merci beaucoup Pascal Perrineau d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.